Quand le silence pèse à Ouagadougou, c'est que l'architecture du pouvoir tremble. Pas de discours triomphal, pas de caméra, juste la signature discrète d'un décret foncier par Ibrahim Traoré. Ce geste apparemment anodin a pourtant déclenché un séisme là où beaucoup ne voient qu'une réforme administrative. En réalité, c'est une attaque chirurgicale contre les fondations mêmes de la domination néocoloniale au Burkina Faso. Pendant des décennies, l'Afrique n'a pas été contrôlée par les frontières visibles, mais par une géographie de l'extraction, des contrats opaques, la mainmise sur les terres agricoles, des multinationales étrangères qui dictent les règles sous couvert de développement. Derrière les jolis mots, la réalité est brutale. Des terres confisquées pour 99 ans, des communautés privées de leurs sols ancestraux, une agriculture dépendante, une souveraineté vidée de sa substance. Traoré a compris que la vraie bataille ne se livre pas dans les urnes, mais dans le langage des baux, des clauses et des bénéficiaires cachés. En rendant la propriété foncière réellement nationale, il inverse la logique. C'est désormais l'État qui impose ses conditions, pas l'investisseur étranger. Si on ignore ces mécanismes, on ne verra jamais comment l'Afrique peut sortir de la servitude économique. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut plonger dans l'histoire secrète des contrats et des réseaux d'influence qui ont façonné la dépendance du continent. Ce ne sont plus les soldats qui occupent l'Afrique, mais les contrats. Aujourd'hui, l'essentiel de la domination ne se joue plus dans les rues, ni même dans les palais présidentiels, mais dans les bureaux feutrés où se signent des accords qui décident de tout. Au Burkina Faso, comme dans tant d'autres pays africains, la souveraineté s'est dissoute dans la paperasse des baux de 99 ans, des concessions minières opaques, des clauses léonines habillées d'un vernis d'égalité. En apparence, l'État reste maître chez lui. En réalité, ce sont les multinationales qui dictent le tempo, verrouillant l'avenir sur des générations. Prenons l'exemple frappant des terres agricoles. Officiellement, elles appartiennent à la nation. Mais à travers des contrats longs comme le bras, des sociétés étrangères obtiennent un droit d'usage quasi absolu, parfois pour un siècle. Pendant ce temps, les petits exploitants, eux, sont expulsés, marginalisés, contraints de survivre sur des parcelles de plus en plus réduites. Ce n'est pas seulement une question de propriété, c'est la base même de la sécurité alimentaire qui s'effondre. La production locale chute, les importations explosent, et le Burkina Faso se retrouve piégé dans un cercle vicieux de dépendance. Ce mécanisme d'occupation contractuelle a un effet redoutable. Il organise, sous couvert de l'égalité, un transfert massif des richesses nationales vers les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le coton, l'or, le sésame, tout ce que la terre burkinabé produit est aspiré vers l'extérieur, sans jamais permettre au pays de bâtir une industrie, de nourrir sa propre population ou de garantir des revenus décents à ses travailleurs. Les profits, eux, s'évaporent dans les bilans des sièges sociaux à Paris, Londres ou Toronto. Mais il y a plus grave encore. Cette domination contractuelle s'accompagne d'un effritement profond de la souveraineté. Quand un État ne contrôle plus l'accès à ses terres, il devient fragile, exposé aux manipulations extérieures, condamné à mendier une aide qui n'est jamais désintéressée. Les communautés locales, dépossédées, s'appauvrissent, perdent non seulement leur autonomie économique, mais aussi leur dignité. Le tissu social lui-même se délite, ouvrant la porte à l'instabilité et à la violence. Ce n'est pas un hasard si, au moindre sursaut de volonté populaire, le système tout entier se cabre, pression diplomatique, menaces de sanctions, agitation médiatique. Le message est clair. Toute tentative de reprendre le contrôle sur les ressources nationales est perçue comme une menace existentielle par l'ordre post-colonial. Mais voilà. Ibrahim Traoré a perçu l'ampleur de cette supercherie et plutôt que de jouer selon les règles imposées, il a choisi une voie inattendue. Un décret peut-il faire vaciller un système international ? À première vue, cela peut sembler exagéré. Pourtant, le décret foncier d'Ibrahim Traoré a déclenché une onde de choc bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il ne s'agit pas simplement de changer quelques procédures administratives. Tout le cœur du système de contrôle hérité de la colonisation y est remis en question. Concrètement, ce décret pose une règle simple mais explosive. La terre appartient à l'État burkinabé.
Fini les titres de propriété opaques, souvent obtenus dans l'ombre, parfois au profit d'intérêts extérieurs. Les étrangers ne peuvent plus acquérir des terres en pleine propriété, seulement des baux révisables, sous contrôle strict de l'État. La transparence devient la norme, l'opacité l'exception. Pour la première fois, chaque parcelle, chaque transaction doit être déclarée, traçable, soumise à la législation nationale. Ce basculement fait sauter un verrou fondamental. L'État reprend la main, impose ses règles, et non plus l'investisseur étranger ou la multinationale. Cela veut dire que même les puissances habituées à verrouiller l'économie burkinabé via la propriété foncière perdent soudain leur effet de levier. Imaginez l'impact. Des réseaux entiers, construits sur la stabilité de droits acquis dans l'ombre, se retrouvent paralysés du jour au lendemain. Les circuits d'accaparement des terres, qui permettaient le transfert discret de ressources vers l'extérieur, sont coupés à la racine. Mais cette rupture n'a pas tardé à provoquer des réactions en chaîne, aussi bien visibles que souterraines. Dès l'entrée en vigueur du décret, le Burkina Faso s'est retrouvé dans le viseur de puissances étrangères. Pression diplomatique, menaces à peine voilées, campagne médiatique diabolisant Traoré en dictateur. La machine de l'ordre postcolonial s'est emballée. On a subitement découvert une crise humanitaire au Burkina, alors qu'en réalité, c'est l'autosuffisance alimentaire qui était en marche, une menace pour les fournisseurs occidentaux et les organismes internationaux qui prospèrent sur la dépendance. Mais ce n'est pas tout. Les tentatives de coup d'État se multiplient, coordonnées depuis l'extérieur, parfois même par l'entremise d'anciens officiers liés à des réseaux d'influence. Leur objectif n'est pas simplement de changer de visage à la tête du pays. Il s'agit de replacer tout le système sous tutelle internationale. L'instabilité est instrumentalisée, non pour un projet national, mais pour justifier une supervision par l'ONU, l'ECOWAS ou d'autres institutions qui garantiraient le retour à la dépendance. Le risque est clair. Si l'État burkinabé cède, c'est la soumission qui revient, l'extraction qui recommence et la souveraineté qui disparaît. Mais s'il tient bon, il ouvre une brèche inédite dans l'architecture postcoloniale, donnant au continent une preuve que l'autodétermination institutionnelle n'est pas un mythe, mais une réalité en construction. Mais au-delà de la terre, c'est tout un réagencement national et continental qui s'opère. Un pays qui maîtrise sa terre peut-il échapper à la spirale des coups d'État et des crises? Voilà la question qui hante les chancelleries occidentales depuis le décret foncier d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre l'onde de choc, il faut regarder bien au-delà du Burkina Faso, là où les plaques tectoniques de la souveraineté africaine sont en train de bouger. Regardez ce qui s'est passé. Expulsion de l'armée française, arrivée de la Russie, mais, et c'est fondamental, sans retomber dans une simple logique de substitution. Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à un nouveau tuteur, il s'agit d'empêcher toute reproduction du schéma extractif. Traoré et son équipe ont bien appris de l'histoire. Cette fois, c'est l'État qui reprend la main. Les mines d'or, jusqu'alors siphonnées par des multinationales, sont nationalisées. Désormais, la création de valeur reste sur place. Transformation locale, emplois locaux, cash flow qui échappe au carcan du dollar. Le message est clair. La richesse du pays doit servir d'abord au peuple burkinabé, pas à remplir les coffres de l'étranger. Mais changer les règles économiques ne suffit pas si la sécurité reste entre les mains de réseaux liés à l'ancien système. C'est là que la réorganisation institutionnelle devient cruciale. Traoré a procédé à une véritable purge de l'appareil militaire, écartant les figures compromises dans l'instabilité chronique. À la place, il a créé les volontaires pour la défense de la patrie, des forces populaires enracinées dans le territoire, capables de sécuriser les villages et de couper l'herbe sous le pied au réseau de déstabilisation. L'objectif ? Que la sécurité ne soit plus un instrument de chantage extérieur, mais un pilier de la souveraineté. Sur le plan régional, la rupture est encore plus spectaculaire. Avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso s'arrache à l'architecture néocoloniale en claquant la porte de la CEDEAO. Cette organisation qui, sous couvert d'intégration économique, permettait aux puissances occidentales de dicter la politique africaine. Puis retrait du G5 Sahel, le bras armé de la lutte antiterroriste, supervisé par la France, dont les opérations coïncidaient étrangement avec la protection des mines étrangères.
À la place, l'Alliance des États du Sahel, AES, voit le jour, une fédération de souveraineté qui ne quémande pas sa place à la table internationale, mais construit sa propre table. C'est un signal fort. On ne parle plus de simple rhétorique panafricaniste, mais de décolonisation institutionnelle. Le message de Traoré est limpide. L'AES appartient à tous les Africains en quête de souveraineté et d'indépendance totale. L'effet d'exemplarité ne s'est pas fait attendre. Partout en Afrique de l'Ouest, de jeunes Ghanéens, des Ivoiriens, des Sénégalais défilent en soutien au Burkina Faso. Lors du coup d'État manqué d'avril 2025, les manifestations de solidarité ont traversé les frontières. Ce n'est pas Traoré l'homme qui rallie, mais la possibilité, enfin concrète, qu'un État africain puisse rompre avec la dépendance, prioriser son peuple, dire non aux institutions qui confisquent la richesse depuis les indépendances. Face à cela, la réaction internationale a été d'une hostilité rare. Sanctions, campagnes médiatiques, pression diplomatique. Pourquoi ? Parce que le modèle burkinabé montre que l'Afrique peut bouger tous les leviers institutionnels en même temps, expulser les armées étrangères, réorienter ses alliances, nationaliser ses ressources, revoir les droits fonciers, consolider la sécurité et, loin de s'isoler, renforcer sa légitimité populaire. Ce n'était pas censé être possible. Selon la logique occidentale, s'opposer au système, c'est tomber dans l'isolement, la déstabilisation, la répression. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. La capacité d'agir, l'influence régionale et la cohésion nationale du Burkina Faso n'ont fait que croître. Mais le risque demeure immense. Si ce nouveau paradigme échoue, c'est le retour à la précarité, à la fragmentation, à la domination étrangère. Si, au contraire, il s'impose, il peut inspirer toute une génération de leaders africains, déclenchant une vague de souveraineté inédite. La bataille se joue donc bien au-delà des frontières burkinabais. Elle oppose deux visions de l'Afrique, l'une sous gestion extérieure, l'autre actrice de son destin. Mais la vraie révolution, finalement, n'est pas idéologique. Elle est institutionnelle et technique. Une souveraineté réelle commence par ce que l'on mange et ce que l'on cultive. C'est là que la réforme d'Ibrahim Traoré prend tout son sens et, disons-le franchement, c'est là qu'elle dérange le plus. Parce que maîtriser la terre, c'est maîtriser la vie quotidienne, la dignité, la possibilité de rêver à long terme sur son propre sol. Et sur ce point, le décret foncier n'est pas resté lettre morte. Il s'est traduit par des mesures concrètes qui touchent la vie de millions de Burkinabés. Regardez ce qui s'est passé depuis. Soutien massif à l'agriculture. L'État a investi dans l'irrigation, la mécanisation, l'accès au crédit pour les petits agriculteurs. Les paysans, qui jusque-là étaient laissés à la merci des aléas, voient désormais l'État venir en appui direct, leur offrir les moyens de moderniser leurs outils, d'augmenter leur production, de sécuriser leur avenir. Résultat concret, les marchés sont mieux approvisionnés, les prix des denrées alimentaires baissent, l'insécurité alimentaire recule. Ce n'est pas un miracle, c'est le fruit d'une politique qui remet l'agriculture au cœur du développement, qui parie sur le travail local plutôt que sur l'importation à tout va ou la dépendance à l'aide extérieure. Et ce n'est pas tout. En garantissant à la jeunesse rurale des perspectives économiques, on coupe l'herbe sous le pied des groupes armés qui recrutaient justement chez ceux qui n'avaient plus rien à perdre. La stabilité sociale ne tient plus par la peur ou la répression, mais par l'espoir. Moins de jeunes partent pour des aventures dangereuses, parce que, pour une fois, un avenir est possible chez eux, dans leur village, avec leur famille. C'est là le cœur du modèle burkinabé, un changement de paradigme total. Pendant des décennies, la réussite des pays africains se mesurait à la quantité d'investissements étrangers attirés, à la rapidité avec laquelle ils ouvraient leur marché, à leur capacité à séduire les institutions de Bretton Woods ou à honorer des dettes contractées dans des conditions iniques. Mais ce modèle, on le voit aujourd'hui, n'a mené qu'à la précarisation, à la perte de contrôle sur les ressources, à la fuite massive des capitaux et des talents. Traoré inverse la logique. Le succès, désormais, se mesure à la capacité des Burkinabés à se nourrir eux-mêmes, à vivre en sécurité, à être acteurs de leur propre développement.
C'est une révolution silencieuse, mais terriblement concrète. Pour la première fois, l'État impose ses propres priorités et met en place des institutions qui rendent des comptes à sa population, et non plus à des bailleurs de fonds lointains. Ce n'est pas seulement une question de souveraineté symbolique, c'est une souveraineté vécue, palpable, qui se traduit par des sacs de riz moins chers, des récoltes plus abondantes, des jeunes qui restent au pays parce qu'ils y voient un avenir. On comprend alors pourquoi ce modèle fait trembler tant de certitudes installées. Lorsqu'un État africain démontre qu'il est possible de sortir du cercle vicieux de la dépendance et de la précarité, la donne change pour tout le continent. Les jeunes du Sahel, du Golfe de Guinée, d'Afrique centrale, observent et posent la question qui dérange. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi continuer à suivre un modèle qui ne profite qu'à une minorité alors qu'il existe une voie pour reprendre le contrôle de nos richesses et de notre destin? Mais attention, si l'État relâche la pression, si les réformes s'essoufflent ou si la cohésion se fissure, le risque de retour en arrière est réel. Les forces qui profitent du statu quo n'attendent qu'une occasion de reprendre la main. Le défi, c'est donc de tenir cette ligne, de transformer l'essai pour faire du Burkina Faso un exemple durable, capable de redéfinir les critères de la réussite en Afrique. Reste à refermer la boucle et à comprendre ce que cette expérience burkinabé signifie, non seulement pour ses citoyens, mais pour l'ensemble du continent africain. Reprendre la terre, c'est reprendre le futur. On pourrait croire que le décret foncier d'Ibrahim Traoré n'est qu'un énième texte administratif, un ajustement technique perdu dans la paperasse d'État. Mais en réalité, il représente bien plus. C'est la matérialisation d'un choix fondamental, celui de couper les chaînes qui relient encore le Burkina Faso à un ordre mondial façonné pour le dépouiller. La terre, ce n'est pas juste un décor ni un capital à céder à des intérêts étrangers. C'est le socle de la souveraineté réelle, ce sur quoi on se tient, ce qui nourrit les enfants, ce qui garantit que la richesse d'un pays reste entre les mains de ceux qui y vivent. Traoré, souvent caricaturé dans les médias comme un dirigeant autoritaire, a posé un geste limpide mais radical. Affirmer que la terre du Burkina n'appartient à aucun autre intérêt qu'à son peuple. Ce décret, c'est une déclaration de guerre à l'architecture néocoloniale, celle qui jusqu'ici imposait ses règles par la dette, par la dépendance alimentaire, par le contrôle des ressources. En reprenant la terre, il attaque la racine même de la tutelle et ouvre une brèche qui inspire déjà au-delà des frontières. Si une nation ose reprendre la main, pourquoi pas les autres? Mais attention, rien n'est joué. Ce choix, il est fragile. La violence des réactions, l'isolement international, la persistance de l'insécurité, tout concourt à tenter d'étouffer ce modèle naissant. Les institutions héritées défendront leur précaré avec férocité. Pourtant, quelque chose a changé. Désormais, l'idée que l'Afrique puisse se construire sur ses propres bases n'est plus une utopie, mais une possibilité tangible. Et une fois qu'une nouvelle voie s'ouvre à l'horizon, il devient impossible de la refermer. La question n'est donc pas seulement « Le Burkina est-il libre ?» mais « Sommes-nous prêts, chacun à notre niveau, à comprendre les rouages qui entretiennent la dépendance, à questionner ce que nous accepterions ou refuserions pour notre propre pays ?» Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une réforme. C'est la liberté ou la perpétuation de la dépendance. Le pouvoir de choisir appartient désormais au peuple, à ceux qui savent regarder au-delà des façades et qui refusent de céder leur terre, et donc leur avenir, à d'autres que leurs enfants. Et vous, si vous aviez la possibilité de redéfinir le destin de votre nation, quelle serait votre première décision pour reprendre le contrôle? Dites-le nous en commentaire. Parce que le débat commence ici, et que la souveraineté ne s'impose jamais. Elle se construit, ensemble, pas à pas. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci de soutenir Rise Africa. Et surtout, merci de faire vivre le débat qui façonnera l'Afrique de demain.